Eh bien, bonsoir à toutes et tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'Institut Mimétis. Je m'appelle Sabri Attar, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'exerce les métiers d'infirmière et de thérapeute systémique en thérapie du lien et des mondes relationnels et suis également formatrice en cours de formation dans l'Institut Mimétis. Et j'ai l'honneur de vous présenter ce soir ce nouveau webinaire qui abordera cette fois-ci la thématique des tiers dans le psychotraumatisme, et ceci en vue de la préparation du prochain congrès qui aura lieu à la Bolle du 15 au 18 juin 2022 sur le thème sidération, effondrement, renaissance, de la résilience à la croissance post-traumatique. Je vais aborder quelques mots sur l'Institut qui a été créé en 2009 par le docteur Éric Bardot, qui est concepteur et développeur de la thérapie du lien et des mondes relationnels, et également du dessin stratégique orienté solutions. Et il co-dirige depuis 2018 l'Institut avec Stéphane Roy, qui est psychothérapeute et psychologue, que vous avez peut-être eu l'occasion de voir lors de précédents webinaires. Et pour tout vous dire, voilà, Mimétis a pour vocation la formation, la recherche, le développement des pratiques thérapeutiques basées sur la relation humaine. C'est un institut qui forme et accompagne les soignants, les thérapeutes, les professionnels de la relation d'aide à développer leurs compétences, leurs connaissances dans une qualité de présence. Et c'est à travers une pédagogie, une philosophie qui place le lien et la relation au centre de sa pratique théorique, mais surtout expérientielle. Voilà, je vous mettrai le lien pour accéder à toutes les formations que propose l'Institut. Pour en citer quelques-unes, il y a la thérapie du lien et des mondes relationnels, il y a la thérapie narrative qui est présentée par Julien Betbez, ici présent. Il y a l'hypnose aussi, puis d'autres ateliers thématiques que vous retrouverez sur le lien que je vais vous partager. Je rappelle aussi la sortie prochaine du livre qui s'intitule De l'HTSMA à la thérapie des mondes relationnels, naviguer à travers les mondes traumatiques et guide thérapeutique. Voilà, c'est un premier livre qui se met en lien avec la pratique de la PLMR et qui sera disponible aux éditions Satas à partir du mois de mai. Voilà. Je vais à présent laisser la parole à Éric Bardot, qui est co-directeur de l'Institut, psychiatre, pédopsychiatre et psychothérapeute, et à Julien Betbez, qui est également psychiatre, psychothérapeute et pédopsychiatre, et également formateur, pour nous parler ce soir de la place du tiers dans le psychotraumatisme. La durée est d'à peu près 1h30, avec 1 heure de temps d'échange, de dialogue entre nos deux intervenants. Et il y aura 30 minutes de questions-réponses que vous pouvez dès à présent poser dans le chat qui est en bas de l'écran sur l'application Zoom. Voilà, je vous remercie, messieurs, je vous laisse la parole. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue encore une fois et une très belle conférence. À tout à l'heure. Merci. Merci, Sabria. Merci. Pour aborder avec toi, Julien, ce thème, la place du tiers dans le psychotraumatisme, il me semble d'abord de pouvoir, comme cette question me semble vraiment importante, et particulièrement pour les thérapeutes, il me semble d'abord d'exprimer notre intention dans laquelle nous faisons et abordons ce thème. Et l'intention sur laquelle nous travaillons par rapport au psychotrauma, qui est de déconstruire, et que c'est cette idée de déconstruire et de comment déconstruire l'emprise du processus victimaire sur la vie de la personne de telle qu'elle puisse reprendre son mouvement de vie. Et pour commencer, et avant de te donner la parole, je vais commencer par la question de la résilience avant d'être sur le psychotrauma. Et ce thème de résilience qui me
qui me questionne dans la mesure où il vient de la résistance des matériaux et ayant mon histoire dans le monde de la fonderie, j'aimerais prendre l'exemple de la fonte comme métaphore pour comprendre la question du tiers dans la résilience. En fait, si je prends l'exemple de la fonte, c'est du fer et du carbone. Si c'est du fer et du carbone et que la fonte est pure, elle va casser. Elle ne résistera pas au choc. Pour ça, il faut lui faire appliquer un traitement spécial qui va être, entre autres, par exemple, d'introduire du magnésium dans la fonte qui va cristalliser le carbone et le transformer en noyaux de graphite. Et c'est ces noyaux de graphite qui vont permettre d'amener la résistance et la plasticité de la pièce et qui va permettre la résistance au choc. Et ce qui est intéressant, si j'utilise d'une manière métaphorique, c'est qu'au fur et à mesure que la fonte va se durcir, en fait, le magnésium disparaît. Et donc, on voit bien que ce qui va cristalliser est la présence d'une impureté délibérément mise pour que la cristallisation permette la résistance et la plasticité. Si j'utilise cette métaphore, c'est parce qu'il me semble que pour aborder la question du tiers dans le psychotrauma, on ne peut pas aborder cette question sans aborder la question comment dirais-je, est-ce que la présence, est-ce que ce qu'on va parler de la maltraitance du mal, est-ce que la maltraitance du mal doit être exclue de l'expérience humaine ou est-ce qu'elle fait partie intégrante de l'expérience humaine? Et je te propose de rebondir d'abord sur cette première question, si c'est OK pour toi. Oui, je peux partir de là si tu le souhaites. Est-ce que le mal, ce qu'on appelle le mal, c'est-à-dire ce qui se traduit par de la souffrance, et souvent d'une souffrance qui est insupportable, puisque dans le trauma, ce n'est pas simplement une souffrance que les gens vivent, c'est quelque chose d'insupportable qui justement n'arrive pas à vivre. Ils n'arrivent pas à le vivre parce que c'est insupportable. C'est quelque chose, c'est une expérience dans laquelle ils sont totalement impuissants et ils sont envahis par une dimension dans laquelle le vécu même lui-même n'est pas possible. Si le vécu était possible, la personne ne serait pas traumatisée, ce serait une épreuve douloureuse, pénible, mais la personne ne serait pas engloutie à l'intérieur de ce processus. Alors, la vraie question, c'est si on met en perspective cette dimension-là dans le trauma, c'est de se dire, mais quelles seraient les conditions nécessaires pour que ce phénomène que la personne est en train de vivre soit amoindri et que la personne ne soit pas envahie dans cette expérience. Et je dirais qu'effectivement, ce qui serait nécessaire pour que la personne ne soit pas envahie, c'est la capacité finalement de garder une distance entre lui, la personne elle-même, et ce qui est en train de se passer dans cet événement qui vient du monde et dans lequel il va être englouti. Or, pour que cette expérience puisse être maintenue comme une expérience humaine, il est nécessaire qu'il y ait un tiers, c'est-à-dire de pouvoir mettre en représentation ce qui est en train d'être vécu, et donc en représentation psychique. Sans tiers, c'est impossible de mettre en représentation. Donc la première réponse que je dirais, c'est cette question du mal, c'est que le mal fait partie de l'expérience humaine, la douleur fait partie de l'expérience humaine, la souffrance fait partie de l'expérience humaine. La question, c'est comment peut-on ne pas être prisonnier de cette expérience et pour avoir une autre type d'expérience que cela, c'est-à-dire c'est le fait d'avoir cette capacité d'avoir d'autres types d'expériences qui fait qu'on ne va pas être envahi par ça, par ce qu'il vient. Et une des difficultés qu'on a souvent dans le trauma, c'est quand la personne a été envahie par cette expérience, c'est qu'on a des métaphores, là tu parlais de la métaphore de la fonte, mais on a des métaphores en termes de catharsis, il faudrait tout enlever, il faudrait tout nettoyer.
il faudrait avoir un monde dans lequel le mal n'existe pas. Parce que quand le mal existe, eh ben moi, je n'existe pas. Si la souffrance peut continuer à être présente, moi-même, je ne peux pas continuer à exister en tant que sujet. Et c'est cette difficulté que le sujet peut vivre lorsqu'il est pris dans un trauma, comme sortie du trauma. Il peut imaginer la sortie du trauma comme un monde utopique dans lequel le mal ne devrait pas exister. Évidemment, dans le cadre de la thérapie, ça va amener des thérapies qui n'en finissent jamais, puisque le mal, au sens de la souffrance, fait partie de la condition humaine. Le problème, c'est comment peut-on le maintenir à distance et comment peut-on lui donner du sens. Et on peut évidemment lui donner du sens qu'à partir du fait qu'il attaque quelque chose d'humain et d'essayer de repérer c'est quoi cette dimension d'humanité qu'il attaque. Or, cette dimension d'humanité est relationnelle. La vie est relationnelle et ce qui est au centre, évidemment, de la vie est l'échange affectif et la relation vivante. Donc, quand la personne est envahie par ce processus-là, ce qui est attaqué, c'est cette dimension du sens et de la relation qui est attaquée. Et si cette dimension de la relation n'est pas pensée dès le départ, dans la compréhension du trauma, et puis à partir de ce moment-là, la solution qui reste, c'est d'éliminer totalement le mal, parce que tant que le mal est là, on reste prisonnier du trauma. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une épreuve humaine dans laquelle on est coincé, c'est cette toute-puissance qu'il faut éliminer. Donc sortir du trauma, c'est en même temps comprendre ce qu'est un trauma, c'est-à-dire qu'un trauma va attaquer quelque chose du côté de la relation. C'est la relation qui est attaquée dans le trauma à l'autre et à soi-même. Donc le tiers est déjà présent dans la compréhension de ce que c'est un trauma. Or, si on est du côté du trauma, on se vit comme seul et isolé. Un des effets du trauma, c'est de nous penser seuls et isolés, sans lien avec l'autre. C'est justement parce qu'on ne perçoit pas le lien avec l'autre, qui est le lien de la vie, que le trauma a des effets aussi forts. Lorsque tu dis sans lien avec l'autre, c'est dans l'idée que le lien avec l'autre participe du processus d'humanisation. Exactement. Du monde humain. Oui. C'est-à-dire, oui. Tout à fait. C'est-à-dire pour le... si tu reprends, tu vois bien la question de la thérapie, ce qui est au centre de la thérapie, c'est la relation. C'est vraiment le centre de la thérapie. Et c'est le monde humain, ce qui est au centre du monde humain, c'est la relation humaine vivante. Et c'est quand ça n'est pas en place, c'est ça qui est attaqué par le trauma. Alors, et ça te détache de la relation humaine. Tu vois, indépendamment du fait qu'après, il y a quelqu'un qui peut venir ou pas. Mais le premier effet du trauma, c'est de te détacher de la relation humaine. Oui. Alors, je dirais que lorsque la première relation du trauma, c'est de détacher de la relation humaine, est-ce que je peux dire à ce moment-là que la question du tiers, et ça va aborder la question du tiers dans le trauma, est en fait une question qui est double. C'est-à-dire qu'il y a le tiers, on va dire, agresseur qui va détacher de la relation humaine. Mais après, il y a la question aussi du tiers. Et peut-être en premier, d'ailleurs, la question du tiers, comment je veux dire ça, qui va être en position je dirais qu'il va être en position extérieure et qui va être dans la position quelle va être sa position par rapport à l'événement traumatique et par rapport à ce qui se déroule. On est bien d'accord, la position, ouais, ça je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire en d'autres termes, que toute la question du tiers, c'est d'abord du tiers qui pour la personne, on va dire, en souffrance, quelle est la personne qui devrait entendre et qui n'entend pas?
Ok, je suis d'accord avec toi. C'est central. C'est cette personne qui devrait entendre, au moins une personne qui devrait entendre et qui n'entend pas. Sinon, le trauma, sinon on reste dans le stress post-traumatique. On n'est pas dans la constitution d'un trauma avec une dimension identitaire. Alors, deux points. Le premier point que tu développes, c'est qu'il y a deux tiers. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'humain qui participe de ce qu'on appelle l'agression, qui va prendre la forme du trauma, donc de la destruction de quelque chose d'humain et de psychique chez l'autre, ce premier tiers, un des effets du trauma, c'est au départ, c'est ce premier tiers, tu ne le perçois plus comme un humain, puisque tu t'es déconnecté de l'humanité, puisque c'est ce qu'attaque le trauma, ça va être l'humanité. Tu vas le voir comme un monstre. Et réciproquement, tu ne le perçois plus comme un humain et tu ne te perçois plus dans l'acte comme un humain. Non plus. Tu vois, puisque tu vas te percevoir à partir de la relation à l'autre. Donc, pour te repercevoir comme un humain, il va falloir, tu as parlé de ce tiers-là qui entend et qui écoute, tu vois qu'il va venir. S'il n'est pas là, tu ne vas pas jamais pouvoir te repercevoir à nouveau comme un humain. Il y a quelque chose qui va être bloqué en toi de ce côté-là. Donc, tu vas le percevoir. Un des effets directs, c'est que tu le perçois comme un monstre, tu vois, et toi-même, tu vas te voir comme quelqu'un de monstrueux à l'intérieur. C'est-à-dire que le trauma nous amène à voir tout autre comme quelqu'un soit de monstrueux, soit soi-même se voir comme monstrueux, soit de voir l'autre comme quelqu'un qui n'entend pas et qui n'écoute pas. On aura du mal à le percevoir. Est-ce que je pourrais même dire que parce que l'autre, tu vas percevoir à travers son acte comme un monstre, ça t'amène toi à te percevoir comme possédé par le monstrueux de l'acte de l'autre. Tu es possédé par l'autre. Hein? Tu es possédé par la monstruosité. Il y a quelque chose en toi qui a attiré le monstrueux. Oui. Hein, donc tu participes de cet univers. Et la personne se dit, puisque le trauma a eu lieu et que je n'ai pas réussi suffisamment à pouvoir résister par rapport à ça, c'est que quelque part, il y a quelque chose en moi qui participe de ça. Comme si toi-même, en tant qu'être humain, tu trahissais la personne que tu étais et les valeurs auxquelles tu pouvais adhérer et qui donnaient du sens à ta propre vie. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le point. Il y a ce processus-là et ensuite, évidemment, par rapport à l'agresseur, toute la question, à un moment donné, va être de comment pouvoir le voir autrement que comme un monstre. Tu vois, parce que tant que tu vas continuer à le voir comme un monstre, ce qu'il est au départ, dans le trauma, tu restes dans la position victimaire. Tu restes dans la position victimaire. Donc, la question qui va se poser, et celle que tu as évoquée tout à l'heure, Eric, c'est l'autre tiers. C'est quoi cet autre tiers qui devrait être en position d'écoute, tu vois, et être présent? Est-ce qu'il y a une humanité qui échappe à cette catastrophe dans laquelle la personne est prise? Et quelle est cette humanité et qui peut être cette personne? Et il est évident que une des fonctions de la thérapie, ça va être d'occuper cette fonction et d'aider à trouver d'autres tiers dans la vie du sujet qui, même s'ils ne sont pas intervenus sous l'effet du trauma, tu vois, sont en capacité, à un moment donné, de réintervenir dans l'histoire. Je rebondis sur ce que tu dis, Julien. Je rebondis car cet autre tiers, il me semble qu'il y a là encore à le dédoubler. Je m'explique. Il y a le tiers qui va faire partie, je dirais, du cercle affectif et intime de la personne. Et pour moi, la posture de ce tiers, qui peut être une personne ou un groupe, la posture de ce tiers me semble extrêmement importante dans les effets à long terme du vécu traumatique et de l'impact traumatique sur la vie de la personne. Si je prends un exemple,
imaginons que, voilà, on va prendre l'exemple d'un enfant qui est abusé dans sa famille. Quelle va être la position de l'autre parent par rapport à l'abus? Et on pourrait dire qu'il y a deux positions qui vont être problématiques. Il y a la position qui va être celle de l'absence, écoute. Et évidemment, la position la pire, c'est celle qui va valider, voire encourager le comportement de l'abuseur et de l'agresseur. Ah, ça, je suis bien d'accord. Il y a ce tiers-là, et puis il me semble qu'il y a l'autre tiers aussi qui est à questionner, qui est le tiers sociétal, c'est-à-dire qu'est-ce qu'à travers ce tiers est porté comme discours social. Les deux, évidemment, sont ces deux types de tiers. Donc, ce tiers qui est du côté de l'intime et de l'affectif et qui devrait être dans une fonction de protection et de rester présent par rapport à ce qui s'est passé, c'est-à-dire rester présent pour être un tiers. À ce moment-là, avoir une fonction de sécurité, c'est en capacité de prendre position. Il faut que ce tiers soit en capacité de prendre position et de soutenir ce qui, dans le trauma, est resté humain chez l'autre. Et de faire percevoir le trauma comme venant de l'extérieur et pas de l'intérieur du sujet. Et est-ce que je peux rejoindre à ce moment-là, ce que tu dis de très important, c'est que la capacité de prendre position, et que cette capacité de prendre position et de soutenir, est-ce que dans cette capacité de prendre position, c'est non seulement de soutenir, mais est-ce que ce n'est pas aussi de témoigner de l'inacceptable et que cette prise de position pose la question justement de la posture d'autorité. Autorité pour la personne victime. J'entends bien, oui. Et que tu vas me dire si tu partages cette idée, mais que la prise de position non seulement donc soutient, témoigne, et que c'est là encore ce soutien, ce témoignage qui va permettre l'écoute, elle écoute en rapport avec des valeurs d'humanité. C'est avec l'humanité du lien social. Oui. Sinon, il n'y a pas de lien social. Il n'y a pas d'humain. Et est-ce que tu es d'accord pour partager cette idée que c'est tout autre chose que de parler au nom d'une représentation de l'acte en termes normatifs? On est bien d'accord. Si tu parles de l'acte en termes normatifs, ce n'est pas acceptable au niveau normatif, c'est des choses qui ne se font pas. À partir de ce moment-là, c'est tout à fait différent parce que pour pouvoir garder une image positive en termes de discours social, il y a des choses qui se font et qui ne se font pas. Ce n'est pas du tout la même chose que quand tu témoignes en termes de l'inacceptable par rapport à quelque chose qui détruit l'humain. Ce qui est inacceptable, c'est la destruction de l'humain. Ce n'est pas tel ou tel comportement qui peut être validé ou non socialement, ou valorisé ou non socialement. Parce qu'on peut imaginer que, tu parlais tout à l'heure de l'abus dans une famille, un problème d'inceste. Il est évident qu'il y a des cultures dans une société X ou Y où ça va être plus ou moins toléré ou complètement inacceptable. Oui. Évidemment. Donc là, on est au niveau de la représentation sociale qui est différent du témoignage de l'inacceptable. En tant qu'humain, il y a quelque chose qui a été détruit chez l'autre et qui l'a renvoyé dans une souffrance qu'il n'arrive pas à traverser. Il est coincé à l'intérieur de cette souffrance. Il n'est plus rien. Quelque part, il quitte l'humain. C'est ça qui est dans la dimension traumatique. Et alors, ce qui est difficile pour moi, si j'avais je veux dire, c'est que une des difficultés des prises en charge dans le cadre du trauma, c'est que souvent, ces différences entre le tiers, on pourrait dire, sociétal et le tiers humain, je pourrais dire, qui n'est pas suffisamment fait. Et deux, souvent, ce qui est pris comme cible initiale, c'est du côté de la relation au monde où a lieu l'agression,
mais non pas du côté de la perte du lien humain. Parce que si le lien humain est perdu et détruit par le trauma, c'est au moment où cette dimension tierce ne tient pas. Et ne tient pas en tant que témoignage de l'inacceptable, en termes de partage affectif, où on est avec l'autre. Hein, c'est-à-dire que la personne qui peut témoigner qu'il y a quelque chose qui a voulu détruire le lien humain, donc elle-même est touchée par ça. Elle est avec l'autre par rapport à cette dimension du trauma. Le trauma va toucher tout le monde, il ne va pas toucher qu'une personne. La personne qui était directement impliquée dans l'abus, si tu prends l'exemple de l'abus dans une famille, mais tout le monde va être impliqué dans les effets de l'abus. Et ça, ce serait le témoignage dans lequel la personne, si je soutiens l'autre, je le soutiens pas simplement en tant qu'autre, mais je le soutiens en tant que même aussi, parce qu'on est identiques. Nous en tant qu'humains, des deux côtés. Il y a un témoignage de soutien au niveau de l'humanité et de l'identique, en même temps qu'il y a un témoignage de soutien en termes de différence et dans la différence de l'autre, et que tu valorises cette différence de l'autre que quelqu'un a voulu détruire. Il y a un double phénomène de soutien. Alors, si je peux dire un peu plus, au niveau pour moi, ce qui fait que les traumas, évidemment, sont terribles, c'est quand ce tiers, qui est ce tiers affectif et intime, est défaillant. Tout à fait. C'est quand il est défaillant. Et ce qui est terrible, c'est évidemment le pire du pire, c'est quand finalement il minimise le trauma ou il le valide, alors que c'est quelque chose qu'il va lui-même souvent favoriser. On voit ça dans le cas de l'inceste. Mais ce qui est difficile, c'est que certaines personnes ont beau favoriser, tu vois, ou ne pas intervenir en tant que tiers à ce moment-là, mais certains, c'est que l'effet du trauma sur eux, c'est ce que je disais tout à l'heure, empêche aussi ce tiers souvent de s'exprimer parce qu'il est impacté par le trauma. Parce que le tiers intime, qui est proche de l'autre, peut être impacté. On peut tout à fait avoir alors c'est moins dans l'inceste, mais c'est plus dans l'abus sexuel. Si une jeune fille a été abusée, sa mère peut être dans l'incapacité de dire des mots pour signifier qu'elle est du côté de l'humanité avec sa fille, parce qu'elle-même est impactée par le trauma. Et elle ne dit rien. Le trauma la prend elle-même. Elle-même, il y a des effets dissociatifs sur le tiers intime aussi, quand elle l'apprend. C'est ça qui rend les processus délicats et difficiles. Certes, mais en même temps, à ce moment-là, si nous prenons cet exemple-là, par exemple, dans l'exemple que tu prends de l'effet de sidération chez la mère, la question qui va se poser est la question de l'incapacité aussi de la mère à pouvoir elle-même trouver un tiers dans l'intime. C'est exactement ça. Et donc, à ce moment-là, l'incapacité de la mère à trouver un tiers dans l'intime participe. Alors, ça peut être l'incapacité de la mère à trouver un tiers dans l'intime, ou ça peut être aussi, que toute question, tout acte de maltraitance, toute maltraitance questionne aussi, hein, on le sait bien tous les deux, va questionner aussi qu'en est-il de l'abandon et qu'en est-il de l'effondrement. On est bien d'accord. On sait bien que si cette mère elle-même est sous l'influence d'un monde dissociatif de par son histoire elle-même, donc en rapport avec un imaginaire abandonné, qui a un vécu de solitude, elle sera beaucoup plus impactée avec des effets de sidération lorsqu'elle va apprendre ça du côté de sa fille qui va venir se confier à elle. Il est évident qu'on est dans un phénomène
où si la mère n'est pas en capacité de répondre, il y a un effet de sidération, c'est parce qu'elle-même est sous l'influence d'un processus dissociatif, euh, euh, je dirais abandonnique, hein, maltraitance abandon, mais structuré par le vécu abandonnique dans lequel elle est seule. C'est-à-dire que quand le tiers n'est pas là, on est dans des mondes abandonniques, on est dans des mondes où on est seul. Donc la question qui se pose, évidemment, ça va être la question de l'effondrement, puisqu'il n'y aura personne. Comment la personne va pouvoir tenir? Il y a quelque chose qui ne tient pas. Oui. Donc par rapport au thème, évidemment, de la sidération, l'effondrement, tu vois, du congrès, la question de la renaissance n'est possible que si comment peut-on sortir de ce vécu, tu vois, dans lequel il y a eu de la sidération, qui est souvent la position de la mère lorsqu'elle apprend, tu vois, et avec le thème de l'effondrement qui va arriver derrière, hein, puisque il n'y a pas d'autre tiers qui va arriver. Et donc, comment renaître? Évidemment, la renaissance passe pour moi par l'arrivée de la perception du tiers. Comment peut-on percevoir l'arrivée d'un tiers, même quand la mère a été sidérée? Alors, en narratif, en tout cas, une des manières de pouvoir réintroduire cette dimension du tiers va être la différence entre l'intentionnalité et l'action. C'est-à-dire que de réduire l'effet de sidération à un effet d'action, c'est-à-dire la personne va se dissocier en termes d'action, mais ce n'est pas son intention. Son intention aurait été autre. Si elle avait pu, dans un monde où elle-même aurait été en relation avec un tiers, son désir secret, ça aurait été de témoigner de l'inacceptable auprès de l'autre, de la victime, comme quoi elle est avec elle et qu'elle la soutient. Et c'est la manière de réintroduire donc, cette dimension de résilience dont tu parlais tout à l'heure, la notion de renaissance dans le thème du congrès, c'est cette dimension, pour moi, qui est très importante, qui est de l'intentionnalité, mais pas de l'intentionnalité au sens intellectuel du terme, de ce que l'autre aurait aimé vraiment faire et vivre de manière affective dans la relation avec l'autre. D'être en relation avec l'autre, avec la victime. Et c'est la différence entre cet effet de sidération qui, sur le moment, empêche de percevoir l'intention de la mère. Elle a cette intention d'être en relation qui disparaît dans l'effet de sidération. Quand l'effet de sidération est là, la victime ne perçoit pas sa mère comme ayant cette intention de continuer ou de désirer être en relation avec elle et de participer de cette relation humaine. Et lorsque tu es en train de parler de la sidération, là où je te rejoins, c'est que la question de la sidération à ce moment-là est bien différente de la question de l'indifférence. On est bien d'accord. Et que toute la question à ce moment-là, c'est de pouvoir amener la personne à ce que la sidération soit un acte qui exprime justement au niveau de l'intention le non, qui exprime le non et le refus et de dire je ne suis pas d'accord et c'est inacceptable ce qui se passe. Et qu'à ce moment-là, c'est comment l'amener à que cette sidération soit justement une expérience partagée et non pas une expérience d'abandon. Je dirais que c'est le centre du travail. Le centre du travail, oui. C'est le centre du travail quand tu travailles en thérapie des traumas. Ce que tu décris, c'est vraiment le centre du travail. Mais évidemment, puisque un des effets du trauma, c'est la confusion entre sidération et indifférence. Oui, tout à fait. Un des problèmes du trauma, c'est la confusion entre sidération et indifférence. Ouais. En même temps, ça veut dire que la question des tiers par rapport à la question de la position des tiers, si on prend la sidération, je dirais que la question des tiers par rapport à la victime est d'abord la question des tiers par rapport à l'agresseur et au scénario d'agression. Oui. C'est-à-dire quelle position va avoir le tiers dans l'intime.
pour la personne victime par rapport à l'agresseur et l'agression, et quelle va être la position du tiers dans le social par rapport à l'agresseur et la position d'agression. Il y a les deux niveaux. Il y a les deux niveaux. Et dans cette situation-là, ça veut dire que comment va interagir aussi le tiers dans l'intime, qui est repéré comme une autre personne affective, et le tiers social, comment vont se passer les interactions entre? Oui, évidemment, c'est les interactions entre tout le monde. Oui, et qu'on peut dire qu'à ce moment-là, à chaque fois que les interactions forment un tout avec l'agresseur, c'est là où, pour moi, le trauma va rentrer dans le monde traumatique et va être le plus important. C'est quand il y a une interaction, comme tu dis, un cercle vicieux qui va se créer entre les... entre... Tout le monde cautionne tout le monde. Tout le monde cautionne tout le monde. Donc, l'acte d'agression ou la répétition de l'acte d'agression, c'est-à-dire la maltraitance, va devenir la norme. On est d'accord. C'est exactement ça, ça devient la norme à ce moment-là. Et à ce moment-là, comment tu peux t'en sortir? Oui. C'est ça, là, évidemment, la plus grande difficulté, c'est quand ces différentes tiers, les positions de ces différents tiers maintiennent ce type de relation qui dit finalement toute relation humaine est une relation de maltraitance. Mais tu vois bien que si toute relation humaine est une relation de maltraitance, c'est que le monde dans lequel tu es, c'est le monde abandonnique. Oui. C'est le monde du vide, c'est dans lequel on est seul. C'est dans ce monde de l'abandon, qui est le monde dissociatif, qui est le monde de la dissociation, que toute relation est une relation de maltraitance. C'est-à-dire que dans les mondes post-traumatiques, on pourrait dire, ou dans les mondes traumatiques, quand un trauma arrive dans des mondes traumatiques, tu vois, c'est le cas des traumas complexes, eh bien ça implique tout de suite ce cercle vicieux qui va se mettre en place sous forme de normalisation de toute relation comme relation de maltraitance. Parce que dans ce monde dissocié, il n'y a pas d'autres relations que les relations de maltraitance. Et qui sont pour moi les relations dans lesquelles justement l'intentionnalité n'est pas en place. Hein, c'est vraiment un point majeur. Si je reprends une des difficultés tout à l'heure, tu parlais de cette question de l'utopie. Parce que quand on est dans ce monde-là, finalement, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus que des ultra-solutions. Donc, ce serait une solution dans laquelle il n'y aurait plus aucun mal possible, puisque le mal, dans ce monde-là, il est partout, puisque toute relation est une relation de maltraitance. Donc, pour en finir avec cette hégémonie de toute relation qui réduit une relation de maltraitance, soit tu l'acceptes de manière normative, et tu vas organiser la maltraitance, c'est la banalité du mal, tu vois, au sens de Hannah Arendt, tu l'organises, c'est comme Eichmann, la Deuxième Guerre mondiale, à la limite, les trains arrivent à l'heure, tout fonctionne, il n'y a plus personne aux commandes, c'est le mal qui est aux commandes, tu vois, c'est de l'organisation pure, c'est ce qu'elle appelle la banalité du mal, mais d'un côté, tu as la banalité du mal, soit tu dis la banalité du mal, c'est insupportable, et comme dans ce monde, toute relation est une relation de maltraitance, eh ben, il faut une rupture totale avec le monde. Hein, c'est la rupture totale et c'est les visions utopiques. On va sortir de ce monde où toute relation est évidemment des relations de maltraitance. Mais ce qu'on va créer, c'est des relations d'ultra-maltraitance assez rapidement. C'est ce qui s'est passé c'est ce qui se passe quand les utopies arrivent au pouvoir. Comment sortir de la banalité du mal, tu vois, et comment sortir en même temps de cette ultra-maltraitance qui est finalement un des faits de la rupture avec le monde dans lequel on est, qui est un monde de maltraitance. Mais on voit bien que pour sortir de ça, il faut que la relation existe. Tant que la relation humaine n'existe pas, on n'a pas pu remettre en place la relation humaine, on est dans des solutions qui ne restent que des tentatives de solutions qui aggravent la situation. Et un des facteurs pour moi, de l'ambiguïté du terme de catharsis. Et là-dessus, tu vois, dans pas mal de thérapies, c'est de rompre, tu vois, de rupture avec. Donc, ce qu'il faut percevoir, c'est que toute relation humaine présente de la souffrance,
Sinon, simplement, la tristesse, la colère, tout ça n'existerait pas. Il y a une souffrance dans toute relation humaine. Et cette souffrance que l'on ressent a pour but de nous amener à modifier cette relation humaine pour qu'elle devienne une relation plus vivante. Et on souffre quand justement on n'arrive pas à être sujet dans cette relation-là. Oui. Quand la dimension intentionnelle, comme je disais tout à l'heure, elle n'est pas suffisamment en place. Et ça, c'est un point sur lequel il faut insister, c'est-à-dire que ce qui est au centre de la relation, c'est aussi la souffrance. Et la vie, de la joie arrive parce qu'on a en capacité d'accueillir nos ressentis sensoriels lorsque la tristesse est là, lorsque la colère est là, pour réintroduire une relation plus vivante. C'est qu'on est coincé dans des relations qui ne le sont pas. Et évidemment, un des effets du trauma, c'est que cette relation de souffrance impacte tellement la relation qu'elle disparaît. Le trauma attaque la relation en elle-même. On n'a plus la capacité de gérer. Hein. OK, donc si je reprends ce qu'on vient de dire, je me dis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois la TLMR. Enfin, il y a quand même quelque chose que je voudrais ajouter par rapport. C'est en fait qu'on a oscillé entre deux extrêmes. D'un côté, la banalité du mal et de l'autre côté, la diabolisation du mal. On est bien d'accord? La banalité où les tiers vont être absents et la diabolisation où tous les tiers sursaturent. Je suis bien d'accord. Et à ce moment-là, il n'y a plus de... Si j'utilise une métaphore, c'est comment, dans le travail, c'est en fait comment remettre le mal à sa juste place de telle sorte que la vie puisse se déployer. C'est une bonne question. Et je pense que c'est tout le travail. Qui est dans un autre sens, comment réintroduire. C'est ça qui est extrêmement compliqué, c'est-à-dire que l'histoire traumatique, c'est une histoire vivante aussi. On est bien d'accord. Sinon, si ce n'est pas une histoire vivante, ce ne serait pas traumatique. Et ça ne passerait pas en transgénérationnel. On est bien d'accord. Et donc, toute la question, c'est comment réintroduire l'histoire traumatique dans l'histoire de vie de telle sorte qu'elle perde son pouvoir, qu'elle perde son statut de toute puissance du mal, en fait. Ouais. Je peux dire ça comme ça? Oui. Ouais. Juste un point par rapport à ce que tu as dit avant, hein, pour réagir sur ce que tu as dit sur les deux extrêmes, banalité ou diabolisation. Ce qu'on a aujourd'hui souvent, c'est qu'on diabolise l'agresseur, mais on a un fonctionnement finalement judiciaire où on confond la justice et la thérapie qui marche à la banalisation. Tu peux développer. Ouais, c'est-à-dire que pour moi, je suis frappé par le fait que les personnes, avant d'être jugées, ou dans le jugement, doivent être diabolisées. Ce qu'on juge, c'est un humain. Oui, attends, est-ce que je peux... Vas-y. Que tu parles aussi parce qu'il y a chez toi la compétence d'expert pendant des années au tribunal. Oui, donc pendant au moins une vingtaine d'années, j'ai travaillé comme expert au tribunal pour des affaires d'abus sexuels en grande partie, pas que ça, mais beaucoup autour d'abus sexuels et d'inceste. Et ce que j'ai noté, c'est qu'en même temps, la personne qu'on juge, c'est un être humain, mais en même temps, la personne qu'on juge, c'est quelqu'un qui est diabolisé. La personne n'est jamais assez diabolisée. Okay. Et lorsqu'elle reconnaît les faits, on va dire, mais c'est une ruse du diable de reconnaître les faits. On pourrait dire, ça ne peut pas être sincère. Tu vois. La sincérité est impossible. Donc ça, ce qui m'a frappé, c'est ça, c'est cette dimension de diabolisation à outrance. Et tout le monde diabolise. Et en même temps, la justice est un fonctionnement social. La justice sert à éviter les violences sociales. Et la justice a des effets c'est pas elle qui va réintroduire la relation. Elle va donner à quelqu'un un statut de victime. Mais elle va donner à quelqu'un le statut de victime d'avoir été pris par cette personne qui est du côté de la diabolisation. Parce que s'il n'y a pas eu cette diabolisation, il n'y a pas le statut de victime. Et la justice va reconnaître à quelqu'un d'avoir été victime pour rentrer dans le fonctionnement social.
de retrouver sa place dans le fonctionnement social. C'est en ce sens que je parlais de banalisation. Oui. Mais à aucun moment, il y a un travail spécifique qui est fait, qui est le travail de la thérapie, qui réintroduit cette dimension de l'intentionnalité ou cette dimension de l'humanité et du lien. En fait, ce qui est important, me semble-t-il, si je rebondis, c'est de comprendre que plus la diabolisation est présente, plus en fait, ce qui prend le pouvoir est le monde traumatique, c'est-à-dire le processus de déshumanisation, et que le processus de déshumanisation à ce moment-là, il est à la fois chez la victime et à la fois chez l'agresseur. Tout à fait. Donc à ce moment-là, c'est la déshumanisation qui prend le pouvoir. Dans ce cas-là, oui. La déshumanisation qui prend le pouvoir renvoie le drame, c'est que ça renvoie l'agresseur au monde de l'agresseur, ça déjà, voilà. Mais surtout, c'est que l'effet dramatique, me semble-t-il, c'est que ça renvoie la victime à une identité victimaire dans laquelle elle est condamnée à vie. Ça, c'est plutôt problématique pour moi. C'est ça qui est problématique. Et évidemment, un des points importants au moment des procès, surtout des procès d'inceste, c'est la position de la mère. Tu vois, est-ce que la mère, finalement, va être dans ce processus où elle va dire « j'ai rien vu, tu vois, ça se passe comme ça, etc. » Et la fille ne se sent pas soutenue. Elle est enfermée à ce moment-là dans ce processus victimaire. C'est dramatique. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est pensé. Et il est important, juste pour finir, que la mère soit là en tant que témoin au niveau de l'inacceptable, mais pas en réduisant, en faisant perdre son humanité et en diabolisant l'autre. C'est-à-dire, il a eu un comportement diabolique. Il faut en même temps que le tiers qui arrive puisse valider le comportement diabolique au niveau du scénario traumatique tel qu'il s'est déroulé, mais en même temps de valider que c'est un être humain et qu'il y a une possibilité, évidemment, que lorsqu'il dit j'ai fait une connerie, de pouvoir imaginer que c'est possible qu'en tant qu'être humain, il le reconnaisse, que tout le monde puisse sortir de ce monde de la destruction. On ne sort pas tout seul. Alors, est-ce qu'il est possible de dire la position de la mère ou dans cette situation-là, la position maternelle? C'est la position maternelle. Parce qu'en fait, elle peut être jouée par quelqu'un d'autre que la mère. Oui, évidemment. C'est la position maternelle. Après, comment dirais-je, moi, toute la difficulté, c'est effectivement de comprendre que le témoignage dans le monde affectif, dans l'affectif, le témoignage, c'est pas un témoignage au niveau identitaire, mais au niveau des valeurs fondamentales de l'humanité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fonde l'humain? C'est ça le centre. Et tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, sur les valeurs fondamentales qui fondent l'humain, si ce tiers-là, tu vois, ne le réintroduit pas, et que tu es coincé dans le processus identité victimaire, on ne sort à la fin de l'identité victimaire en reconnaissant de l'humanité, même si c'est la personne qui a commis ça est un pauvre type, tu vois, reconnaître un peu cette humanité et ne pas réduire l'autre au comportement monstrueux. Mais si cette voie n'a pas été ouverte par le tiers, tu vois, c'est la question du tiers. Si le tiers n'a pas ouvert cette voie, la victime ne pourra pas l'ouvrir seule. Oui, tout à fait. Si le tiers ne peut pas ouvrir cette voie, s'il n'y a pas un tiers qui peut ouvrir cette voie, c'est-à-dire remettre en relation. C'est ça. Remettre en relation, ça pose le problème à ce moment-là. Ça pose le problème de continuer à errer dans un scénario d'enfermement où tu es seul au monde. C'est exactement le scénario dans lequel les victimes à long terme sont prisonnières. Oui. Et tu ne peux pas en sortir. Non. Et ça, c'est terrible. Tu as beau faire des sensibilisations de trauma, tu vois, de techniques de désinhibition de trauma, si ça n'est pas en place, tu n'en sors pas. Ça veut dire que la première... pour moi, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que ça pose la question, la position du thérapeute entre le social et l'intime, en tant que tiers.
Hum. Hein, et évidemment, ce qui est en coulisses derrière ça, on en va être d'accord, c'est la position de sauveur du thérapeute. Ouais, la position de sauveur, c'est sauver c'est sauver du diable. C'est pas de réintroduire l'humain. Oui. Et C'est ça, pas... voilà, donc Et c'est... c'est la position de sauveur dans laquelle est souvent la justice. Oui. Donc c'est la question, c'est cette question-là. Et donc, toute la question va être d'aller chercher, en fait, qui peut entendre. Et C'est ça qui est central. Et à l'extrême, le thérapeute ou la thérapeute va devoir être dans la position de tiers. Toute la question va être comment construire la thérapie dans d'abord l'objectif premier de permettre que le thérapeute ou la thérapeute puisse être en position d'entendre. Ouais. Mais c'est d'entendre l'inacceptable. Ouais. D'entendre l'inacceptable de telle sorte qu'en retour, c'est en tant qu'être humain que ça puisse témoigner cet inacceptable. Ouais. C'est au niveau de l'humanité que c'est inacceptable. Le rôle du thérapeute, c'est un rôle de témoin. Hein. Tu emploies le terme de témoignage, de témoin. C'est ça qui me paraît central. Si le thérapeute est dans un rôle d'expert, classiquement, il va être prisonnier de ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est la notion d'indifférence, comme si tu étais indifférent à ce qui est en train de se passer. Or, tu témoignes justement parce qu'il y a quelque chose en toi d'inacceptable, parce qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec l'affect, et l'affect partagé ou partageable qui est présent. Si ça, ce n'est pas en place, le thérapeute, à la limite, une thérapie peut retraumatiser. Oui. Puisque tu as beau te confier, tu vois, à quelqu'un, à la fin, tu restes seul et prisonnier de ce monde dans lequel tu es enfermé, de ce scénario dans lequel tu es pris. Donc, la position du thérapeute est très, très importante d'avoir cette position de témoin. Et je dirais que quand on dit que cette position de témoin, c'est la dimension éthique est liée à cette position de témoin. Et l'éthique, elle ne porte pas sur telle ou telle valeur, elle porte sur le lien humain en tant qu'humain. Oui. Et ensuite, il peut se décliner sous différentes valeurs et prendre différents noms. Mais c'est sur le lien humain en tant qu'humain. Je veux dire, en tant que fondation de notre humanité. C'est ce qui fonde notre humanité. Et c'est ça qui a été pour moi, dans les traumas, quand on a dit après le nazisme, par exemple, qu'on ne peut plus parler après, c'est parce qu'il y a comme s'il y avait quelque chose qui fondait notre humanité qui a été détruit. Et la question, c'est comment peut-on parler après des événements comme ça, et comment peut-on parler après d'autres événements qui sont des événements où des enfants sont détruits. Mais là, ça a été à grande échelle, au niveau industriel. Mais c'est le même scénario, mais au niveau industriel. C'est-à-dire, quelque part, nous sommes dans des mondes dans lesquels l'autre en tant qu'autre n'existe pas parce que le lien humain n'existe pas. Ou tout autre ne peut ne venir que du côté du monstrueux, ne pas venir ou venir du côté du monstrueux. C'est une question à la fois qui est pour moi une question en rapport avec la thérapie, mais qui est aussi en rapport avec la politique, puisqu'on voit bien ces effondrements civilisationnels. Il y a quelque chose dans la civilisation européenne à un moment donné où le trauma s'est retrouvé au centre de cette civilisation européenne. Comment peut-on fonder l'humain? Et qu'est-ce qui fonde l'humain? Et la difficulté pour moi aujourd'hui, c'est que souvent les réponses qui ont été données sont des réponses que moi j'appelle souvent des réponses un peu maniaques, c'est-à-dire du côté de l'action. C'est les réponses du côté de l'action. Et non pas du côté de l'action en rapport avec la relation. C'est l'action en soi. Et aujourd'hui, s'il y a autant je dirais, quelque part de souffrance qui circule, c'est parce que justement cette relation n'est pas assez en place et qu'on a beau agir, il n'y a rien qui vient. C'est plutôt des stratégies de survie
tu vois, dans des mondes traumatiques, organisés de manière normative et rationnelle. Mais derrière ça, il y a une grande solitude. Oui. Et, oui, oui. Et justement, lorsque tu parles de la question du silence, moi, ça me parle beaucoup parce qu'effectivement, quand d'être confronté dans une expérience où ce que tu impactes, c'est la destruction de ta propre humanité, ça crée pas qu'un effet de sidération, ça crée comment dirais-je moi, d'être comme une espèce d'engloutissement dans un vide et dans un silence où aucun mot ne peut à ce moment-là témoigner de l'intensité de la destruction. Ça c'est un effet évidemment du trauma. Il n'y a aucun mot qui ne peut rendre compte de cette expérience. Tu vois bien quand tous ces les enfants des gens qui ont été qui ont vu l'innommable, comme on dit l'innommable dans les camps, incapables d'en parler. Aucun mot n'est à la hauteur de ce que la personne a vécu. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'à ce moment-là, les mots ne peuvent être prononcés que par quelqu'un d'autre. Exactement. C'est pas les mots du parler sûr, parce que cela, c'est presque une agression. C'est une agression même. C'est les mots qui viennent, ça nécessite que les mots viennent d'une personne qui soit en capacité de pouvoir témoigner sur le jeu. C'est-à-dire, si je m'étais retrouvé en tant qu'être humain à vivre, à être immergé dans la même situation, alors moi aussi, j'aurais réagi, j'aurais réagi d'une manière hors de l'entendement, c'est-à-dire par la sidération ou autre chose. Enfin, j'aurais ressenti l'effet de destruction et que ça, c'est inacceptable. Parce que quand la relation est détruite, tu vois, le langage est prisonnier du monde de la représentation. C'est lui parler sûr. Et donc, c'est plus du langage qui donne forme à la vie. C'est pour ça que ça me semble-t-il, le tiers qui va, la position de tiers qui peut réhumaniser, est celui qui peut témoigner à partir de l'expérience de l'inacceptable de la situation, de l'expérience en tant qu'être humain. Ouais. Et en tant que jeu, comme tu viens de le dire, c'est pas simplement dire c'est inacceptable, c'est celui qui va dire c'est inacceptable, c'est le jeu. Alors, justement, je vais rebondir parce que ça, c'est fondamental, parce que je vois juste la petite question parler. Je ne vois pas les questions, oui. Non, mais qu'appelle-t-on le parler sûr? Alors, je crois que c'est vraiment ça, c'est la question de la représentation. Le parler sûr, c'est le jugement et la généralisation. C'est ça. La généralisation et la minimalisation sont des parler sûrs. C'est-à-dire que c'est comme si je me mets en position de savoir d'expert. C'est exactement ça. Et à ce moment-là, je porte un jugement sur les autres, sur les choses, où je fais un commentaire et ce jugement et ce commentaire vont être sur le « il » ou sur le « tu ». Ils ne vont pas partir du jeu. On est bien d'accord. Et à ce moment-là, ça veut dire que c'est la position de savoir qui va être là. Et tu vois bien dans notre culture, Eric, où la notion de savoir est survalorisée avec les experts, oui, qui justement ne sont jamais dans cette position de jeu et qui parlent, voilà ce que les gens doivent faire, ou ils, mais la question du jeu n'est jamais posée. Oui, et la question du jeu n'est jamais posée, oui. Non, c'est la question du jeu pour moi qui est la question du sujet, mais le sujet, c'est là qu'il est. S'il ne vient pas là, ah ben, c'est le monde du on, comme on dit, tu vois, mais il n'y a personne. Oui. C'est le monde où il n'y a personne et c'est un monde
qui est organisée par des experts pour que ça continue à survivre. C'est ce que Arendt appelle la banalité du mal, Oui. où le sujet n'est plus là. C'est ça, où le sujet n'est plus là. Non. C'est-à-dire, ce qu'on pourrait redire par rapport au début, c'est qu'un des effets du trauma, c'est de détruire la relation, détruire le sujet, tu vois, mais détruire aussi le langage ou la toute possibilité de communiquer par le langage au niveau de la représentation, puisque justement à ce moment-là, ça ne nomme plus le réel, qui ne peut revenir que par le jeu. Et ce qui est terrible, c'est qu'à ce moment-là, ça renvoie à la personne j'allais dire, à un double lien, c'est-à-dire que c'est de ne plus exister, c'est où j'existe dans l'identité victimaire pour chercher une reconnaissance du collectif. D'accord, mais ce ne sera pas possible parce que tu es dans le on. Ou je continue à errer dans un scénario, enfermé dans un scénario de seul au monde. C'est ça. C'est exactement ça, c'est un double lien dans lequel tu es pris. Oui. Qui est pour moi le double lien que tu as dans tous les processus dissociatifs, hein, mais poussé à l'extrême. Oui. C'est là-dedans que... Et donc la question, c'est comment on en sort? Quand on parle du terme de renaissance, l'idée, c'est de comprendre quelles sont les pistes à suivre, ou quelles sont les perceptions qu'il faut essayer de remettre en place pour permettre au sujet justement de sortir de ce double lien dans lequel il est pris. Parce que ce que tu décris comme double lien, c'est évidemment là où est la personne. C'est pour ça que toutes les thérapies du trauma où on dit c'est simplement de la technique, je vais apprendre des techniques. Ouais. Ça, c'est des choses qui marchent quand c'est un stress post-traumatique, tu vois, un accident de voiture ou quelque chose comme ça, où la relation en elle-même n'est pas attaquée. Mais dès que la relation est attaquée, c'est comment sortir de ce double lien dans lequel tu es enfermé. Et en fait, c'est comment réhumaniser. Réhumaniser, c'est un jeu dans le nous. Parce que si tu n'as pas de nous, tu n'as pas de jeu. Ah oui. Et c'est comment reprendre ce chemin-là, quoi, ou le prendre. OK. Déjà, ce que tu dis tout à l'heure, il y a un premier niveau, c'est de comprendre les enjeux. Tu vois. Deuxième niveau, je dirais, c'est le jeu qui va témoigner, tu vois, comprendre les enjeux. La position du thérapeute, ça va être une position en termes de témoin. Oui. Tu vois, au sens éthique du terme de ce que c'est que la relation humaine, témoin de la relation humaine. Oui. Et puis, la question d'après, ça va être, pour moi, c'est voir les pistes à partir desquelles on peut percevoir la vie. Donc, moi, j'ai parlé de l'intentionnalité, hein, c'est-à-dire l'intention de chacun de vivre une relation qui soit une relation humaine, qui soit réellement une relation humaine et pas quelque chose de faux. Hein, qu'il y a quelque chose dans cette intention qui porte la relation humaine, qui a un désir d'être en lien avec ça. Oui. Et qui va dans le sens de la conjonction et non pas de la disjonction. Et que toute la question, c'est d'aller dans cette direction-là. Voilà. C'est vraiment difficile parce que dès que je prends comment dirais-je moi, dès que je m'engage dans une position manichéenne, à ce moment-là, du bien et du mal, du bien à l'exclusion du mal et du mal à l'exclusion du bien, à ce moment-là, la conjonction ne peut pas devenir. Elle ne peut pas devenir. C'est-à-dire le fait que d'avoir une pensée qui soit binaire et non pas tierce, triangulaire, qui ne triangule pas. Et toutes les pensées, enfin pour moi, toutes les cultures qui pensent la vie ont cette dimension triangulaire au monde-là. Dans tout le symbolique est structuré comme ça.
Sinon, tant que tu restes dans la pensée binaire, tu restes dans des solutions qui ne peuvent être que des ultra-solutions. Oui, c'est ça, oui. Qui maintiennent le système et qui maintiennent les doubles liens dans lesquels tu es coincé. Alors, ce qui est difficile, je trouve, aujourd'hui, c'est que la culture dans laquelle nous sommes a plutôt tendance à fonctionner de manière binaire. Et en fonctionnant de manière binaire, ce n'est pas forcément aidant. Ah non, ce n'est pas aidant. Non. Mais ça pose aussi la question que le fonctionnement de manière binaire pose la question aussi de la construction, comment dirais-je moi, de la dimension traumatogène à un niveau sociétal aussi. Oui, c'est-à-dire que la société, c'est-à-dire que quand tu es dans un système binaire, comme on vient de le décrire, toute expérience de vie douloureuse devient traumatique. Donc, on voit du trauma partout. Donc, le trauma envahit tout. Et donc, à la limite, au niveau de l'expérience elle-même, tu vois, une expérience vraiment traumatique et une expérience dans laquelle on est coincé pendant un certain temps, c'est pensé de la même manière. Exactement. Il y a une confusion. C'est ce que tu mets le doigt là-dessus, mais c'est vraiment un point important, cette dimension de la culture qui reste au niveau binaire et technique, on pourrait dire, c'est blanc et noir, et dont un des effets, c'est de transformer toute épreuve ou toute souffrance en trauma. Oui. Parce que justement, le binaire ne pense pas à la relation. Et si toutes les structures symboliques dans le monde, quelles que soient les cultures, pensent de manière triangulaire, c'est parce qu'ils pensent à la relation. Tout à fait. Et le binaire, c'est une pensée, le sujet seul dans sa relation au monde. C'est un modèle technique dans lequel on est seul. Oui. Et c'est les difficultés qu'on a aujourd'hui parce que cette perception d'imaginaire dominant, c'est un imaginaire dominant qui ne pense pas la liberté ou le sujet dans la relation. Oui. Et évidemment, ne pas le penser, c'est voir des traumas partout et ensuite voir des monstres partout. Oui. Et voir des monstres partout, on rentre dans le scénario victimaire. Et sinon, de l'autre côté, c'est que des victimes. D'un côté, il y a des monstres, de l'autre côté, il y a des victimes. Et ensuite, c'est une escalade symétrique. Oui. Et les systèmes de régulation sont insuffisants, comme la justice aujourd'hui. Tu vois, sont insuffisants pour sortir de ça. Parce qu'il y a une dimension de la culture qui n'est pas en place. Et qu'à ce moment-là, il y a des confusions de niveau. On est bien d'accord. C'est-à-dire que il y a une confusion entre ce qui est de l'ordre du sociétal et de l'ordre de l'intime. On est bien d'accord. Tu as une confusion totale, puisque l'intime… À ce moment-là, le sujet se retrouve comme un individu face au sociétal et c'est plus triangulé. C'est exactement ça, ouais. Et comme c'est plus triangulé, ça devient… c'est-à-dire les liens deviennent… les soutiens deviennent difficiles. Ben, il n'y a pas de soutien quand c'est plus triangulé, ou bien le lien il vient sous forme de maltraitance ou d'absence de lien. Ça, oui. En fait, ce n'est pas une absence de lien parce que les liens, ils sont toujours là. Ben, ils sont toujours là, les liens. Ils ne sont pas perçus. Oui, ils ne sont pas perçus. Comme ayant du sens de fonder quelque chose du côté de l'humanité. Exactement. Et c'est ça qui est problématique, c'est que le lien traumatique, il existe bien. Ah, évidemment. Et que on ne peut transformer. Et c'est important, c'est là où est la place du tiers, c'est d'aider et permettre de transformer la forme et la représentation, la manière de vivre le lien, mais ce n'est pas de créer l'illusion que le lien pourrait disparaître. On est bien d'accord. Et tout le problème est que dès lors qu'on crée l'illusion que le lien pourrait disparaître, c'est-à-dire comme si l'histoire passée, on pourrait la rayer de la carte d'un trait de plume, comme si elle n'avait pas existé, pour moi, est équivalent d'une amputation et maintient l'existence dans le monde traumatique. Ouais. Pas moins pire, mais on est toujours dans le monde traumatique. Ouais, on ne sort pas du monde traumatique.
Sortir du monde traumatique, c'est être capable de se retourner, me semble-t-il, et de pouvoir percevoir, de se percevoir, d'être capable de se décentrer, de se percevoir dans le monde traumatique, et comment une partie de soi a... Mais je suis d'accord, mais tu ne peux te décentrer et percevoir ce que tu viens de dire que dans la mesure où toi-même, tu as pu être connecté à un tiers. Un tiers qui, à ce moment-là, oui, alors ça, c'est important, c'est que le tiers, s'il va commencer par la singularité du lien, il doit généraliser à l'appartenance. On est bien d'accord. C'est comment dirais-je moi, de se retrouver à nouveau dans la communauté humaine. Mais c'est ce tiers qui fait le lien entre toi, le sujet, et la communauté humaine et le collectif. Oui, c'est tout à fait juste. Sinon, ce n'est pas possible. Oui. Ça va dans les deux sens. Hein. Et le partage sur justement ce qu'est, je veux dire, le partage de ce qu'est les valeurs fondamentales de l'humain. Ah, qui sont une relation vivante. Pardonnez-moi, messieurs, il est déjà 19h45. Il nous reste 15 minutes On va arrêter. Pour échanger avec les participants. Et me vient la question du tiers dans le milieu des associations de victimes. C'est une question extrêmement difficile parce que, en fait, c'est une question difficile parce que ce n'est pas la question de l'association de victimes, c'est la question de l'existence de l'association de victimes, pour moi. C'est-à-dire que dans un premier temps, il va y avoir la rencontre et le partage. Et que ce partage peut soulager. Mais la question, c'est est-ce que le paradoxe, c'est que je vais sortir quand je sors de l'association. Mais si je reste piégé dans l'association, à ce moment-là, c'est le monde victimaire qui est entretenu. Donc, dans un premier temps, je veux dire, évidemment, de se retrouver avec des gens qui ont partagé la même expérience de souffrance. Et ça, même dans le travail thérapeutique, c'est un élément important. Hein. Quand les gens sont piégés dans le monde traumatique, déjà, si on les amène à « est-ce qu'il n'y a que vous sur cette planète qui avez vécu une telle situation ou est-ce qu'il est possible que d'autres aient vécu ?» Le fait déjà vous voyez, tu vois, de créer l'appartenance à l'intérieur du monde traumatique est déjà une première étape. Mais à condition que cette appartenance passe après sur d'autres types de liens et puisse renvoyer le monde traumatique à l'histoire passée. Si l'association de victimes verrouille, comme je l'ai vu parfois, d'ailleurs que ce soit de victimes ou dans d'autres associations, mais verrouille, et que ça veut dire que ça laisse le message implicite. Tu dois continuer à vivre ta vie comme victime, sinon tu es une traître à la cause, ou un traître à la cause, ben là, on rentre dans l'idéologie victimaire, et celle-là, elle entretient le monde de la maltraitance. Oui, ça me paraît très juste. Mais comme tu dis bien, c'est par rapport aux victimes, associations de victimes, mais la fibromyalgie, c'est pareil, tu as des associations de fibromyalgie. Dans un premier temps, pour des gens qui souffrent dans leur corps, c'est un plus en termes de partage, d'expérience, de ne pas être seul, d'être avec d'autres qui ont la même expérience. Mais deuxièmement, si tu n'as plus de douleur, tu n'existes plus. C'est la question ensuite, comment il peut y avoir un décalage par rapport à cette étiquette qui, au départ, permet à la personne de pouvoir à nouveau rentrer en relation. Alors, moi, j'avais envie de dire, par rapport à l'association de victimes, ce qui est important, c'est ça, hein, c'est-à-dire de ne pas enfermer les gens mais au contraire de réouvrir la question de la relation et de l'humanité. Et une des fonctions, je trouve, de l'association de victimes, ce serait le double. Ce serait pouvoir accueillir cette notion de rencontre et de partage, mais ensuite ouvrir sur la relation et donc inclure dans la compréhension que les gens vont partir. Et deux, en termes d'association qui dure, c'est plutôt en termes de faire exister socialement. Que faire pour diminuer les effets du trauma dans la société, réfléchir comment on pourrait travailler la diminution des effets du trauma sur la société pour que d'autres ne soient pas piégés dedans. C'est-à-dire de faire aussi un travail de compréhension de ce que c'est qu'un trauma et du rôle du tiers dans le trauma. Et je pense qu'un des rôles des associations de victimes,
si on souhaite que ça dure dans le temps, tu vois, c'est ensuite d'avoir cette place à partir d'une expérience pour montrer comment, malgré cette expérience qui détruit le tiers, le tiers doit être pensé et la relation doit être pensée. Merci. Alors, une autre question de Claudie Costanzo. Peut-on reconstruire un être résilient si on garde ce statut de victime, notamment imposé par la justice? C'est vrai. Moi, je peux donner un exemple d'un patient qui est venu me voir, qui avait été abusé enfant par un prêtre, qui avait fait sa vie. Et un jour, on est venu frapper à sa porte parce que justement cette situation est parue dans les journaux et donc il a témoigné qu'effectivement il avait été abusé. À partir de là, la machine judiciaire s'est mise en route et il est venu me voir parce qu'il était totalement débordé par la mise en route de la machine judiciaire. Et il a l'impression à partir de ce moment-là que c'était un règlement de compte entre la société, je vais le dire, et l'Église, je peux dire ça comme ça, et qu'il avait le sentiment d'être totalement, à nouveau, deuxième fois, totalement dépossédé de son histoire. Ouais, donc c'est vraiment, me semble-t-il, quelque chose d'extrêmement complexe. Ouais. Moi, ce que j'ai eu souvent, c'est des personnes qui, évidemment, puisque moi, j'ai travaillé aussi avec des victimes avant des jugements, et parce qu'il y avait une souffrance, mais il y en a certaines personnes, si je ne souffre plus quand j'arrive c'est comme si je n'étais pas victime. Hein. C'est de confondre l'intensité des symptômes avec la réalité du vécu. Et puis, il y a un autre aspect par rapport à ça, aussi un troisième qu'on peut ajouter. J'ai travaillé longtemps en institution pour enfants. Quand il y a un abus et que la justice classe sans suite, et à ce moment-là, la personne qui a tout, dans le discours ambiant où la reconnaissance doit passer par la justice, à ce moment-là, elle est à nouveau disqualifiée dans son vécu parce qu'elle n'est pas reconnue, dans ce qu'elle a vécu de maltraitance. C'est très compliqué, oui. Non, mais je vois bien ça. C'est très compliqué. C'est pour ça que là aussi, il y a une complexité qui fait qu'on ne peut pas être. Même la justice, c'est la balance, c'est le fléau. C'est pas un seul plateau, quoi. Alors, une dernière question. Pouvez-vous nous parler brièvement de la croissance post-traumatique? C'est une question de Sarah. Alors, l'idée est la suivante. Tu complètes. Vas-y. L'idée est la suivante, c'est que en fait, la croissance post-traumatique, elle introduit la temporalité. Donc, ça veut dire que notre croissance nous amène, si je le dis comme ça, c'est que notre autonomie, ce n'est pas une autonomie en soi, c'est que notre autonomie se développe sur une base relationnelle, sur le tissu relationnel. Et donc, l'autonomie, c'est de visualiser l'autonomie comme un mouvement, un processus de croissance qui s'enrichit au fur et à mesure de nos expériences et de l'internalisation de nos expériences. Alors, l'idée de la croissance post-traumatique, c'est un peu la métaphore de la faune, c'est-à-dire que la croissance post-traumatique, c'est à partir du moment où les effets traumatiques vécus vont en fait, comment dirais-je moi, se dissoudre en quelque sorte dans le développement, et que la croissance va pouvoir prendre, comment dirais-je moi, va pouvoir se développer à nouveau et reprendre son mouvement. Et que dans le concept de croissance post-traumatique, souvent, en tout cas ce qui a été noté, c'est que ça change le sens de la vie des gens, ça les amène à une capacité justement de centration et de centration qui est plus importante, et à pouvoir
accueillir, comment dirais-je moi, pouvoir justement accueillir en quelque sorte, c'est un peu difficile d'en parler, c'est de pouvoir accueillir justement, accueillir la coexistence du sain et du mal, si je peux parler comme ça. En d'autres termes, si j'ai bien compris, ça vient rejoindre la notion de l'existentialisme qui a été développée par Viktor Frankl. Ça revient complètement, ça revient rejoindre et la position existentielle de Viktor Frankl et d'autres d'ailleurs. Et effectivement, et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est la capacité à pouvoir se projeter dans l'acceptation, pas d'être d'accord avec l'inacceptable, mais l'acceptation du fait que l'humanité contient à la fois et le meilleur et le pire. Voilà, juste un mot par rapport à ce que tu dis sur la question de la croissance et de la temporalité. Tout ce qu'on a développé en termes de réflexion sur la position de la relation et du tiers, la temporalité est liée à la relation. Nous sommes des êtres temporels parce que nous sommes des êtres relationnels. Donc, c'est en réintroduisant la relation qu'on va réintroduire la temporalité, qui est une des conditions de la croissance. En fait, ce que je pourrais rajouter, c'est que dans le concept de croissance post-traumatique, il y a eu de repérer, tu vois, et ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est que c'est comme si en toi, il y a une énergie de vie. Stern appelle ça l'élan vital. Il y a une énergie de vie et que cette énergie de vie, c'est elle qui, quoi que les épreuves tu traverses, elle va prendre la forme et elle va dans le sens du lien et du sens de la vie. J'ai même point, c'est quand on est sur les mondes traumatiques, quand les gens, quand la violence de ce qu'ils vivent, quand la violence de la maltraitance éteint cette énergie de vie, à ce moment-là, les gens sont totalement déshumanisés et c'est là où on va avoir des suicides violents et réussis. Ouais. Tu es d'accord avec ça, Oui, oui, ça tout à fait. Ouais. Il n'y a plus de... la personne est totalement enfermée pour toujours à l'intérieur. Donc, il n'y a plus de possibilité d'en sortir. Voilà, c'est ça. Je crois qu'on aura peut-être la possibilité de développer tout ça lors du congrès, qui est juste voilà. On développera tout ça lors du congrès avec beaucoup d'intervenants. Et mais je vous remercie pour ce temps précieux et ce temps d'éclairage. Et je voulais rajouter que le prochain webinaire aura lieu le 22 mars. Je cherche mes notes. Voilà. Le 22 mars à 18h30 sur le thème de l'apport chamanique en psychothérapie dans la prise en charge psychotraumatique, ce qui vient se mettre dans la continuité de notre conférence de ce soir. Et elle sera animée par Éric Bardot et Martine Jerko, qui est psychanalyste, psychothérapeute et auteur du livre « Une psy qui parle aux esprits ». Vous pouvez vous inscrire sur le site et je vais également vous mettre la barre, le lien pour accéder directement à l'inscription. Voilà, je remercie tous les participants. Je remercie l'Institut Mimetis de m'offrir la possibilité de co-participer à ces entretiens. Merci Julien, merci Eric. Et œuvrons tous ensemble pour le développement de la croissance post-traumatique. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, merci à toi d'avoir animé ce webinaire, Sabria. Et puis, merci à toi, Julien, pour ce partage que je souhaite nous pourrons continuer dans un autre webinaire, car c'est toujours un moment important, ces échanges entre nous. Voilà, merci. Merci à tous aussi d'avoir écouté et d'avoir posé des questions réfléchies par rapport à ce qu'on disait.
Merci pour la présentation. Et Eric, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi, de réfléchir sur des situations difficiles comme ça. Ouais. C'est toujours utile de pouvoir penser à plusieurs. On ne pense jamais tout seul. C'est vraiment important de pouvoir se mettre en relation avec l'autre pour pouvoir penser. Voilà. Si je peux juste annoncer, c'est d'inciter les gens donc à s'abonner à la revue Hypnose et Thérapie Brève. Vas-y, fais ta pub. Il y a un échange qu'on a eu il y a 2 ans qui a été publié dedans et on pourrait publier un certain nombre d'échanges qu'on a dans la revue. Voilà, et je rappelle qu'il y aura un colloque le 27 mars, excusez-moi, sur les troubles alimentaires. En tout cas, Eric, merci pour cette invitation. Et juste pour finir, l'intérêt de la question du narratif dans la question du lien, dans le questionnement, c'est vraiment quelque chose d'utile. Oui, on parlera de ça sur un webinaire prochain. Au prochain, voilà. Et puis on en reparlera au cours du congrès au mois de juin. Tout à fait. Allez, bonne soirée. Au revoir. Au revoir à tous et à toutes. Merci.